Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire SimpliCure. Aujourd'hui, on va parler de la coenzyme Q10, donc la vitamine du cœur comme on l'appelle. Et pour en parler, on a la chance d'être accompagnée de Brigitte Carleskind. Bonjour Brigitte. Bonjour Solène. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Brigitte qui est journaliste scientifique et l'auteur de nombreux livres et d'ailleurs également propriétaire et responsable de la rédaction du magazine Nature, Sciences, Santé, mais qui se présentera un peu plus longuement sur la fin de la présentation. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Je vais très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Livestorm. Bon, vous êtes tous en train d'envoyer des messages dans le chat, donc bonjour à tous. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez utiliser la rubrique questions qui est située en bas à droite de l'écran. On garde au moins 15 minutes sur la fin pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas vraiment à les poser tout au long de la présentation. Et vous verrez aussi dans la rubrique questions, vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. On commencera bien sûr par répondre à ces questions à la fin. Sans plus attendre, je vais vous laisser la parole, Brigitte, parce qu'on a beaucoup de choses, je pense, à voir ensemble et je reviens sur la fin. Merci beaucoup Solène. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de savoir que vous êtes nombreux à m'écouter. J'espère que je vais vous intéresser. Alors, la coenzyme Q10, on l'appelle la vitamine du cœur. Quelques points d'histoire pour comprendre pourquoi ça a été sa première, le premier centre d'intérêt. Elle a été isolée pour la première fois en 1957 dans des mitochondries de cœur de bœuf par des chercheurs qui travaillaient sur les mécanismes de la production d'énergie au niveau de la cellule. Alors, elle appartient à la famille des quinones, des molécules capables de transporter des électrons, ce qui explique son implication dans la production d'énergie. En 1970, une déficience en CoQ10 est constatée par une équipe italienne chez des personnes qui souffraient d'insuffisance cardiaque. Et en 1974, le Japon homologue la CoQ10 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. En France, ce n'est absolument pas le cas, et en Belgique non plus, je pense. Alors, d'où vient la CoQ10 ? Alors, notre organisme la synthétise et elle est, pour une moindre part, apportée par l'alimentation. Alors, si vous regardez les aliments, vous allez voir qu'il faudrait en manger des quantités absolument astronomiques pour avoir une dose qu'on pourrait dire thérapeutique, puisqu'on le verra à la fin. Les doses utilisées dans les études sont de 100 à 300 mg. Et vous voyez que, par exemple, 100 g de bœuf frit va vous apporter 3 mg. On en est très loin. Alors, la synthèse de la CoQ10 est influencée dans notre organisme par un certain nombre de facteurs qui sont même nombreux. La CoQ10 est synthétisée dans les membranes internes des mitochondries et c'est un processus qui est en 4 grandes étapes et ça, son efficacité va dépendre de la présence d'un certain nombre de micronutriments dont la tyrosine, la riboflavine ou la vitamine B2, la vitamine B6, la niacinamide, l'acide pantothénique et la vitamine C. Et si on a un apport insuffisant en un ou plusieurs de ces nutriments, eh bien, la synthèse de la CoQ10 peut être perturbée. Alors, un point important, c'est qu'il y a une régulation commune de la synthèse du cholestérol et de celle de la CoQ10. En d'autres termes, il y a une étape dans la synthèse qui est régulée par l'activité d'une enzyme, c'est l'enzyme HMG réductase. Et on va regarder un petit peu dans quelques minutes que ça a un impact lorsque on prend des statines pour corriger une production trop élevée de cholestérol. Alors, la synthèse de la CoQ10 décroît avec l'âge. À partir de l'âge de 20 ans, elle commence à diminuer graduellement. À 50 ans, une personne en bonne santé va en produire 25% de moins qu'à 20 ans. Et à 80 ans, dans les tissus cardiaques, où on va le voir tout à l'heure, c'est particulièrement important d'avoir une bonne concentration de CoQ10, eh bien, il n'y aura plus que la moitié de la concentration que l'on avait à 20 ans. Alors, un certain nombre de substances vont perturber la synthèse de la CoQ10. Alors, c'est toutes celles qui agissent sur la synthèse du cholestérol, donc les statines, la levure de riz rouge ou les tocotriénols qui sont une partie de la vitamine E. Des médicaments aussi peuvent réduire les taux de CoQ10. Ça va être les bêta-bloquants, certains antihypertenseurs, des antidépresseurs,
des médicaments antipsychotiques. Ça veut dire que non seulement la synthèse de la CoQ10 diminue avec l'âge, mais avec l'âge, on a l'apparition des pathologies qui vont avec le vieillissement et dans lesquelles sont pris ces médicaments qui vont baisser la CoQ10. Donc, on a toutes les chances, à partir d'un certain âge, de ne pas avoir une synthèse suffisante de CoQ10. Alors, je vais m'arrêter sur le problème de la CoQ10 et des statines, ou d'autres. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, bon, alors, très souvent, le cholestérol est traité par les statines. Donc, pour abaisser les niveaux de cholestérol, les statines inhibent l'activité de l'enzyme HMG-CoA réductase, qui est donc celle qui régule également la production de la CoQ10. Donc, en réduisant le cholestérol, les statines vont aussi diminuer la synthèse de la CoQ10. Et cette synthèse va être, selon les doses, selon les statines, selon les personnes, peuvent être de 16 à 54%. D'autre part, la CoQ10 circule dans l'organisme sur les lipoprotéines, principalement les LDL. Donc ça veut dire que, encore une fois, d'une autre façon encore, lorsque l'on prend des statines, eh bien, les LDL vont baisser, le LDL cholestérol, donc ça peut avoir également une incidence sur les taux sanguins de CoQ10 dans l'organisme. Alors, les statines auraient également un effet néfaste sur le fonctionnement des mitochondries par différents mécanismes. Et on va voir l'importance tout à l'heure de la CoQ10 dans le fonctionnement des mitochondries. Certains effets secondaires des statines pourraient donc être induits par ces dysfonctionnements mitochondriaux. Et bien évidemment, l'impact des statines sur les mitochondries dépend aussi de la dose, de la durée, du contexte, c'est-à-dire de l'état de santé du patient. Alors, 5 à 10% des patients sous statine, voire 22%, souffrent de troubles musculaires qui peuvent aller jusqu'à les inciter à arrêter le traitement. Alors, l'administration de CoQ10 par voie orale, elle va permettre de normaliser les niveaux de CoQ10 chez les personnes traitées par des statines, c'est-à-dire elles vont contrer la baisse provoquée par les statines, et plusieurs études, mais pas toutes, montrent qu'elle diminuerait les douleurs et faiblesses musculaires induites par les statines. Alors, plusieurs méta-analyses ont été réalisées. Certaines montrent une amélioration des symptômes musculaires à la prise de statine, donc non. Alors, pourquoi des résultats divergents? Alors, dans la plupart des cas, les statines abaissent les concentrations de CoQ10, mais cette baisse peut être différente selon le type, la dose, la durée, l'état de santé du patient. Donc, pour ces effets secondaires, il est important de contrôler par une analyse biologique les concentrations de CoQ10 dans l'organisme. On peut aussi penser que dans certaines études, les participants ressentaient seulement de faibles effets secondaires après la prise de statine, donc ils n'ont peut-être pas perçu d'amélioration. Par ailleurs, ça dépend aussi des formes de CoQ10 qui ont été utilisées, puisqu'elles ont des biodistoméidés extrêmement différentes, et puis chaque individu absorbe également, profite des bénéfices de la CoQ10 de façon différente. Cependant, compte tenu de son rôle dans le fonctionnement du cœur, mais pas seulement, puisque la recherche actuelle montre que les mitochondries ont des effets très importants dans tout l'organisme, moi je pense qu'une supplémentation en CoQ10 pour normaliser ces concentrations semble indispensable. Et dans certains pays, mais pas en France, ni en Belgique, des médicaments associent les statines à la CoQ10. Alors, la CoQ10 est indispensable, il faut avoir un apport suffisant en CoQ10 pour que la production d'énergie dans les mitochondries, donc les petites cellules énergétiques de nos cellules, se fasse normalement. Alors, tout petit rappel de l'énergie, au niveau des cellules, elle sert à fabriquer de nouvelles protéines, apporter des nutriments dans les cellules, évacuer les déchets, réparer les lésions de l'ADN, synthétiser les neurotransmetteurs. Au niveau des organes, tous les organes ont besoin, le cœur pour pomper le sang, les reins pour filtrer les déchets et recycler les nutriments, le cerveau pour conduire les impulsions électriques, etc. Et au niveau du cerveau et des muscles, l'énergie est nécessaire pour marcher, courir, parler, travailler sur un ordinateur. Et si nous n'avons pas d'énergie, nous sommes faibles.
L'énergie circule sous forme d'ATP dans l'organisme. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. C'est la forme sur laquelle elle est distribuée dans les différents compartiments cellulaires. Elle approvisionne en énergie toutes les réactions biochimiques indispensables au fonctionnement de chaque cellule de notre organisme. Et elle est composée d'adénine, de ribose et de 3 unités de phosphate. C'est la rupture d'une liaison phosphate qui libère l'énergie nécessaire. Et sans ATP, il ne peut pas y avoir de vie. Lorsque les niveaux d'ATP sont faibles, notre énergie l'est aussi. Alors, l'ATP est produite dans les mitochondries. Les mitochondries sont présentes dans chacune de nos cellules à plusieurs centaines d'exemplaires. Et les molécules d'ATP sont produites à partir de la dégradation de molécules issues de l'alimentation, les glucides et les lipides. Les mitochondries ont une structure bien spécifique avec 2 membranes délimitant un espace intermembranaire. Et c'est dans cet espace que vont s'ancrer les protéines et parmi elles la CoQ10 pour constituer ce qu'on appelle une chaîne respiratoire à partir de laquelle l'énergie va être produite. Alors cette chaîne respiratoire est constituée de 5 complexes protéiques qui fonctionnent grâce à un système complexe de transfert d'électrons. Et là, la CoQ10 y joue un rôle crucial. Elle est tour à tour donneuse d'électrons sous sa forme ubiquinol, réceptrice d'électrons sous la forme d'ubiquinone. Et sa réduction d'un complexe à l'autre va permettre de transférer des électrons au prochain, puis un flux de protons résultant va permettre le stockage de l'énergie sous forme d'ATP. Ce cycle se poursuit encore et encore et encore à l'infini. Et constamment, la coenzyme Q10 accepte un électron pour le transférer le long de la chaîne de transport d'un complexe à l'autre et poursuit ce cycle à l'infini. Dans le même temps, elle va favoriser le passage des ions H+, à travers la membrane interne des mitochondries. Pour que l'ATP soit produite en quantité suffisante, il faut suffisamment de CoQ10. Donc on peut en quelque sorte dire que la CoQ10 est responsable de l'allumage des mitochondries. Sans CoQ10, pas d'ATP, sans ATP, pas d'énergie et donc pas de vie. Alors, la principale caractéristique de la CoQ10, c'est que c'est un puissant antioxydant liposoluble. C'est le seul antioxydant membranaire produit directement au sein des cellules. Et les études montrent qu'une supplémentation en CoQ10 va se traduire chez l'homme par une baisse des lésions oxydatives sur l'ADN dès 28 jours de supplémentation. Ces effets perdurent jusqu'à 12 semaines après l'arrêt du traitement. Alors, sa capacité à neutraliser les espèces oxygénées réactives lui permet de protéger les mitochondries. Parce que les mitochondries sont à la fois, lorsqu'elles fonctionnent, productrices naturelles de radicaux libres, et elles sont également extrêmement vulnérables aux lésions oxydatives. Donc, lorsque la coenzyme Q10, par son pouvoir antioxydant, protège les mitochondries. Et si les concentrations de CoQ10 baissent, le fonctionnement des mitochondries peut s'altérer, la production de radicaux libres augmenter et le vieillissement des mitochondries s'accélérer. Et c'est un cercle vicieux dans lequel vous avez le fonctionnement des mitochondries s'altère à cause d'une trop grande production de radicaux libres et les concentrations de CoQ10 baissent. Son pouvoir antioxydant s'exerce aussi en recyclant d'autres antioxydants tels que les vitamines C et E. Et elle agit en synergie avec la vitamine E, qui est également une vitamine liposoluble. Alors, un tout petit rappel sur le stress oxydant, que vous devez connaître, mais c'est toujours bien de le rappeler, c'est la conséquence d'un déséquilibre entre la production d'espèces réactives de l'oxygène, des radicaux libres, et l'activité des systèmes de défense antioxydants de l'organisme.
Alors, un radical libre, c'est une molécule qui est extrêmement réactive parce qu'il lui manque un électron. Et elle essaye de lui trouver un partenaire, et elle est prête à l'arracher à n'importe quelle molécule qui est près d'elle, et on parle alors d'oxydation. Les radicaux libres oxydent les constituants de la cellule, cela entraîne des réactions en chaîne et de multiples dommages. Et la coenzyme Q10, encore une fois, est le principal antioxydant endogène, liposoluble, et permet de ralentir les dommages cellulaires causés par l'oxydation, notamment sur les membranes cellulaires. On arrive au cœur du sujet, qui est la coenzyme Q10 protectrice du cœur. Pourquoi? Le cœur a besoin de beaucoup d'énergie et il a de très faibles réserves d'ATP, la molécule qui stocke l'énergie. C'est aussi le muscle qui a la plus forte concentration de mitochondries. Et un apport insuffisant d'énergie va avoir des conséquences notamment sur la fonction contractile. Par ailleurs, la présence d'un stress oxydant est un point commun à toutes les maladies cardiovasculaires. On le trouve dans tous les cas. Alors, beaucoup d'études montrent que chez des personnes présentant une maladie coronarienne, donc des artères coronaires, la prise de CoQ10 dans des doses selon les études qui vont de 60 à 300 mg par jour pendant un an, eh bien, on va avoir une augmentation des enzymes antioxydantes, donc la SOD, la superoxyde dismutase, la catalase, la glutathion peroxydase, et la capacité antioxydante totale de l'organisme va également augmenter. Elle montre aussi que les concentrations du malondialdéhyde, qui est un indicateur du stress oxydant, va baisser et on a une baisse de l'oxydation des lipides. Alors, dans l'athérosclérose, on a d'abord un dépôt d'une plaque essentiellement composée de lipides sur la paroi interne des artères. L'accumulation de ces lipides dans l'intima favorise un dysfonctionnement endothélial. Ce dysfonctionnement endothélial perturbe la vasodilatation et la circulation sanguine, avec beaucoup de conséquences, dont l'hypertension artérielle. Le stress oxydant et l'inflammation participent au développement de l'athérosclérose. L'oxydation des lipoprotéines basse densité, les LDL, constitue une des premières étapes de son développement. La CoQ10, puissant antioxydant liposoluble, diminue la lipoperoxydation. Et en plus, elle favorise une réponse anti-inflammatoire. Une autre étape du développement de l'athérosclérose, c'est le recrutement de monocytes, des cellules immunitaires dans la paroi des vaisseaux sanguins. Et ce recrutement dépend de l'expression de molécules d'adhérence, les intégrines, attirées par les monocytes. Alors, c'est une étude sur un tout petit nombre de personnes, mais elle indique que la prise de 200 mg par jour de CoQ10 pendant 10 jours baisse l'expression d'intégrines par les monocytes. Donc ainsi, la CoQ10 permet de baisser l'expression des molécules d'adhérence. Alors, des études ont également montré des effets bénéfiques sur le fonctionnement endothélial. Alors, une étude a associé la prise de CoQ10 à la pratique d'exercice physique, et les deux ont montré une amélioration du fonctionnement de l'endothélium vasculaire. Une méta-analyse sur 5 petites études, donc un total de 194 personnes, montre qu'une supplémentation en CoQ10, les doses étaient de 150 à 300 mg par jour pendant 4 à 12 semaines, a augmenté de 1,7% la vasodilatation flux dépendante, donc une amélioration du fonctionnement de l'endothélial. Et enfin, une autre étude, cette fois avec de l'ubiquinol et non de l'ubiquinol, la prise de 100 à 200 mg a amélioré la dyslipidémie liée à un dysfonctionnement endothélial. Et cet effet est passé par une augmentation de la biodisponibilité de l'oxyde nitrique et la protection de
des LDL, de l'oxydation, comme on a vu que le faisait tout à l'heure. Alors, dans l'hypertension, on a une augmentation du stress oxydant et donc une libération accrue de radicaux libres dans les vaisseaux sanguins. Les radicaux libres vont réagir avec l'oxyde nitrique et empêcher le relâchement des cellules musculaires lisses, et la conséquence, c'est un resserrement des vaisseaux et donc une augmentation de la pression sanguine. Grâce à ses propriétés antioxydantes, la CoQ10 pourrait avoir un effet hypotenseur. Et effectivement, une méta-analyse avec 17 petits essais qui portaient sur un total de 684 personnes présentant des maladies métaboliques indique qu'une supplémentation CoQ10, 100 à 200 mg par jour, abaisse la pression sanguine systolique. Par contre, elle n'a pas d'effet sur la pression diastolique. Et les effets n'apparaissaient qu'après 4 à 12 semaines. Le domaine dans lequel la CoQ10 a montré le plus de preuves de son efficacité, c'est celui de l'insuffisance cardiaque. Un petit rappel de l'insuffisance cardiaque, c'est lorsque le muscle cardiaque est affaibli ou endommagé et ne peut plus exercer son rôle de pompe et assurer un débit suffisant, on parle d'insuffisance cardiaque. Alors, les symptômes, mais je pense que vous avez peut-être tous vu la publicité en ce moment sur ces symptômes, c'est essoufflement à l'effort puis au repos, fatigue, gonflement des mains et des pieds et une prise de poids importante en peu de temps. Alors, les premières mesures portent sur l'hygiène de vie, bien sûr, régime sans sel pour abaisser le volume de sang dans l'organisme, activité physique et perte de poids, arrêt du tabac et limitation de la consommation d'alcool, et puis des traitements médicamenteux, en général des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui vont faire baisser la tension artérielle, des bêta-bloquants qui régulent le rythme cardiaque, des diurétiques pour diminuer le volume sanguin. Alors, ces médicaments ont des effets extrêmement bénéfiques, mais malgré cela, le cœur continue de s'affaiblir et la mortalité reste élevée. Alors, pourquoi la CoQ10 ? Eh bien, en cas d'insuffisance cardiaque, on observe une incapacité des mitochondries à fournir suffisamment d'ATP au muscle cardiaque qui n'a donc pas suffisamment d'énergie pour se contracter efficacement. On a une augmentation de la production d'espèces oxygénées réactives et donc du stress oxydant. Et il y a une corrélation entre la gravité de l'insuffisance cardiaque et le niveau de stress oxydant. En plus, le muscle cardiaque est l'un des organes les plus riches en CoQ10. Mais plus l'insuffisance cardiaque est sévère, plus les concentrations de CoQ10 sont faibles dans le cœur. La CoQ10 pourrait aider à restaurer le processus de production d'énergie dans les mitochondries des cellules du muscle cardiaque. Elle pourrait ainsi améliorer son fonctionnement et ses performances. La CoQ10 fait partie, comme adjuvant au traitement classique de l'insuffisance cardiaque, des protocoles courants de prise en charge de la maladie au Japon depuis 1974, comme je l'ai dit au début, mais aussi en Israël et dans certains pays européens, pas en France. Alors, que disent les études ? Comme dans beaucoup de cas, on a des études excessivement positives et quelques-unes qui ne le sont pas. Alors, des essais cliniques montrent qu'une supplémentation au CoQ10 améliore les symptômes de l'insuffisance cardiaque, la capacité fonctionnelle, la capacité de vie et la qualité de vie des malades. Elle montre aussi une incidence sur la mortalité. De faibles concentrations de CoQ10 ont été associées à une augmentation du risque de mortalité. Mais deux revues de la littérature concluent à peu ou pas d'impact d'une supplémentation sur la mortalité. Ces études sont pour la plupart de relativement courte durée et probablement avec des doses insuffisantes. Et il y a l'étude Q-Symbio, une très belle étude qui a été menée par le professeur Mortensen sur 420 personnes
au stade 3 et 4 de la classification de la New York Health Heart Association. Donc stade 3 ou 4, c'est un stade modéré à sévère. Les personnes ont pris 3 fois par jour 100 mg de CoQ10 ou un placebo pendant 2 ans, en plus bien sûr de leur traitement classique. À la fin des 2 ans de supplémentation, les résultats montrent une baisse de 43% du risque de premier événement cardiovasculaire majeur et de mort cardiovasculaire. Une baisse également de 40% du risque de décès, quelle qu'en soit la cause. Une baisse des hospitalisations et surtout une amélioration des symptômes et une baisse dans le stade de la classification. Le professeur Sven Mortensen est un chercheur qui a passé pratiquement toute sa vie à travailler sur la CoQ10. Et pour lui, selon les résultats de cette étude, la CoQ10 devrait faire partie de tous les traitements standards de l'insuffisance cardiaque. Une autre méta-analyse sur 14 études randomisées, contrôlées et en double aveugle, portant sur plus de 2000 personnes, montre que la prise de 100 à 200 mg par jour de CoQ10 pendant en moyenne 7 mois a également abaissé la mortalité et surtout a augmenté la capacité à pratiquer une activité physique. Souvenez-vous, dans l'un des symptômes, il y a un énorme essoufflement. Alors, se supplémenter en CoQ10, pourquoi? Comment? Quelles sont les causes d'une insuffisance en CoQ10? Alors, il y a, comme on l'a vu au début, la diminution de sa synthèse avec l'âge, mais il y a aussi beaucoup d'autres raisons. Une déficience nutritionnelle, notamment en vitamine B6 ou sélénium, un défaut de synthèse ou de son utilisation par l'organisme, que ce soit un défaut génétique ou non, une réduction de son apport alimentaire. Alors, ça va être le cas des régimes végétariens, et les végétariens ont un haut risque d'avoir une insuffisance en CoQ10, ou un régime trop pauvre en graisse, puisque c'est un nutriment qui est liposoluble, donc il est digéré en même temps que les graisses, donc si vous avez une alimentation trop pauvre en graisse, la biodisponibilité va être plus faible. La prise d'un contraceptif oral pendant 6 mois et plus. Les contraceptifs oraux ont un énorme défaut, c'est qu'ils augmentent l'utilisation par l'organisme d'un grand nombre de micronutriments, et c'est le cas de la coenzyme Q10, et un gros pourcentage de femmes qui prennent des contraceptifs par voie orale ont également un stress oxydant. Une autre raison également d'avoir une insuffisance de CoQ10, c'est l'entraînement physique, la pratique de sport d'endurance. Les athlètes entraînés ont généralement de plus faibles concentrations plasmatiques de CoQ10 que des individus non entraînés. Et un surentraînement, des exercices de longue durée en endurance créent toujours un stress oxydant, et la CoQ10 en souffre. Et puis bon, il y a certaines maladies, comme on me l'a vu, comme les maladies cardiovasculaires, où on trouve un stress important, mais ce ne sont pas les seules maladies. Le stress oxydant est impliqué dans la plupart des maladies, surtout celles liées au vieillissement, et ce stress oxydant épuise les réserves de coenzyme Q10, et il faut donc compenser cet épuisement. Et puis il y a la prise de certains médicaments, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, la CoQ10 a un poids moléculaire extrêmement élevé et fortement hydrophobe. Elle est absorbée très lentement et de façon incomplète au niveau de l'intestin. Alors, comme je viens de le dire, elle doit toujours être prise avec un repas contenant des graisses. Son absorption diminue avec l'augmentation de la dose, donc il faut bien sûr privilégier le fait de scinder les doses en plusieurs prises réparties dans la journée. Cela permet d'obtenir une meilleure élévation des concentrations plasmatiques
L'idéal étant de si on est sur des doses de 100, 200 ou 300 mg, de les scinder par 100 mg. Alors, les concentrations plasmatiques de CoQ10 atteignent un pic 6 à 8 heures après sa consommation, ce qui explique que si on a une dose de 300 mg, elle est scindée en 100 mg, en dose de 100 mg, et on a une couverture complète. De fortes doses de vitamine E prises en même temps peuvent diminuer son absorption et réduire sa concentration plasmatique jusqu'à près de 20%. Il faut donc prendre la vitamine E à distance de la CoQ10. Alors, ubiquinone ou ubiquinol. Alors, ces deux formes existent dans les compléments alimentaires, mais surtout, ces deux formes sont les deux formes principales dans lesquelles on trouve l'ubiquinone et l'ubiquinol. L'ubiquinone, la forme oxydée sous l'action d'enzymes, se transforme en ubiquinol, une forme réduite. Et ce passage d'une forme à l'autre se produit plusieurs centaines de fois par seconde en lien avec la production dans les mitochondries. Selon les besoins et la localisation, chacune des deux formes exerce des actions spécifiques. Alors, protection contre l'oxydation des membranes et des lipoprotéines pour l'ubiquinol, fonctionnement mitochondrial et production d'ATP pour l'ubiquinone. Mais, encore une fois, les deux formes coexistent dans notre organisme. Alors, laquelle des deux choisir? C'est pas facile. L'ubiquinol aurait une meilleure biodisponibilité que l'ubiquinone et permettrait la prise de plus faibles doses. Alors, des études montrent qu'à dose égale, des apports en ubiquinol entraîneraient des taux plasmatiques de CoQ10 3 fois plus élevés que ceux obtenus avec l'ubiquinone. Alors, cette propriété est particulièrement utile chez une personne qui a une absorption intestinale perturbée, chez les personnes âgées, en cas de pathologie intestinale chronique et en présence d'un déséquilibre de la flore intestinale, donc chez beaucoup de monde. Et on recommande généralement de privilégier l'ubiquinol après 50 ans. Alors, il n'y a pas que la forme qui compte pour améliorer la biodisponibilité. Il y a aussi la composition et la forme galénique du complément alimentaire, et pas seulement l'ingrédient principal. Alors, la présence d'huile, comme l'huile de soja, par exemple, semble améliorer la biodisponibilité. La vitamine C, au contraire, à des doses importantes, la diminuerait, mais en même temps, elle la protège de l'oxydation. Et il y a les formes galéniques. Alors, par exemple, en comprimé, je suis assez dubitative sur l'effet qu'elles peuvent avoir. Et puis, il y a une chose extrêmement importante, c'est de grandes variations individuelles dans l'absorption intestinale, quelle que soit la forme ingérée. Et c'est le cas de toutes les molécules liposolubles. Il y a une équipe de chercheurs de l'INRA-INSERM qui travaille sur ce problème d'absorption depuis 20 ou 30 ans. Et dans une des dernières études qu'ils ont publiées, ils montraient une différence qui pouvait aller de 1 à 60 entre le sujet le moins répondeur et le plus répondeur, c'est-à-dire celui qui avait la meilleure absorption et celui qui a la plus mauvaise absorption. Ce sont des variations génétiques qui affectent notre capacité à absorber nutriments et micronutriments. Alors, les études qu'ils avaient faites étaient faites notamment sur la vitamine D, mais c'est la même chose pour la CoQ10, qui est une molécule liposoluble. Alors, c'est pour ça que, pour moi, il est extrêmement important de faire des dosages biologiques. Une concentration sanguine normale de CoQ10 se situe chez une personne en bonne santé entre 0,8 et 1,2 microgrammes par millilitre. Mais des scientifiques considèrent que pour obtenir un effet thérapeutique, elle doit atteindre 2,5 à 3,5 microgrammes par millilitre. Et cette concentration, on ne peut l'atteindre que par la supplémentation. Alors, compte tenu des variations d'absorption inter-individus, il me semble très important de vérifier l'efficacité de la supplémentation par un dosage sanguin. Alors, pratiquement tous les laboratoires, pas tous, mais bon, un grand nombre de laboratoires le font. Ce dosage
parce qu'on l'a vu tout à l'heure, par exemple avec les statines, selon la dose, selon la personne, selon la durée, selon le type de statine, elles vont avoir un effet différent sur les concentrations, sur la synthèse de la CoQ10. Pour adapter la dose au problème, il est important de savoir où en est le patient, donc de faire une analyse biologique. Et puis, ça va permettre aussi de voir de quelle façon la personne va réagir à la supplémentation et de pouvoir l'adapter. On va baisser ou augmenter la dose selon ses besoins. Et ça, seule une analyse biologique peut vous permettre de le voir. Alors, j'ai vu passer une question d'un œil. C'est vrai, la CoQ10 a une structure chimique proche de celle de la vitamine K, donc une agrégation antiplaquettaire qui doit être prise en compte. Ça veut dire. Mais aucune étude n'a montré, à ma connaissance, un effet grave à ce niveau. Mais si une personne doit subir une opération, bah, il va être après sous anticoagulant, eh bien, il est préférable de lui faire stopper sa supplémentation une ou 2 semaines avant et de la reprendre une fois seulement le traitement anticoagulant pris. Les traitements anticoagulants agissent dans une fenêtre très étroite. La CoQ10 n'est pas forcément antinomique. Il faut juste en prendre en compte, il faut juste que le praticien en tienne compte pour bien adapter le traitement. Alors, en cas de traitement pour un diabète, eh bien, la CoQ10 peut réduire le taux de glucose sanguin. Encore une fois, il faut que le praticien surveille la glycémie pour, encore une fois, adapter un impact de la CoQ10 sur la glycémie, son traitement antidiabétique. Troisième précaution d'emploi, la CoQ10 qui est dégradée par le foie, puis éliminée dans la bile, et il faut surveiller son éventuelle accumulation chez des personnes qui souffrent d'insuffisance hépatique ou d'obstruction biliaire. Sinon, à ma connaissance, il n'y a pas d'effets secondaires connus, même avec des doses 10 fois ou 100 fois celles qu'on utilise dans les études. Elle a même été utilisée chez des femmes enceintes avec succès pour baisser l'hypertension, justement. Donc, à ma connaissance, pas d'effets secondaires sérieux. Alors, ce qu'il faut retenir de ce que j'ai dit, c'est que la coenzyme Q10 est indispensable au bon fonctionnement du cœur, mais pas seulement. Elle est indispensable au fonctionnement des mitochondries. Et la recherche sur les mitochondries est de plus en plus importante et on voit que maintenir les mitochondries en bon état, en bon de fonctionnement est indispensable. Et je vais le traiter dans un prochain article du magazine. Et il est donc important d'avoir une concentration suffisante en CoQ10. Ne pas oublier que sa synthèse endogène diminue avec les années. Donc, à partir d'un certain âge, disons à partir d'une cinquantaine d'années, une petite supplémentation quotidienne ou par période peut permettre de renforcer, de conserver un niveau suffisant de coenzyme Q10. Alors, ces niveaux peuvent être abaissés par la prise de certains médicaments comme les statines, mais pas seulement. Donc, tous les médicaments qu'on a vus qui peuvent être utilisés dans les pathologies liées au vieillissement. Ces effets bénéfiques sur le cœur sont démontrés, mais surtout sur l'insuffisance cardiaque, mais pas seulement. Même s'il n'y a pas de consensus à ce niveau, elle a un effet bénéfique sur les effets secondaires des statines. Ça a été mis en évidence dans plusieurs études. Que ça ne fonctionne pas chez tout le monde, c'est normal, puisque chacun absorbe la CoQ10 d'une façon différente. Et une supplémentation CoQ10 permet d'augmenter les niveaux de CoQ10, voire de les ramener à ceux de la jeunesse. Ça peut paraître une lapalissade, mais non. Il arrive parfois qu'une supplémentation ne fasse pas rehausser les niveaux. Alors,
si vous souhaitez aller un peu plus loin sur la vitamine, sur la CoQ10, la vitamine du cœur, j'ai publié il y a quelques années un bouquin sur ce sujet aux éditions Thierry Soucard. Alors, je voudrais vous dire deux mots. Vous avez vu passer tout en bas le logo Nature Science Santé. Nature Science Santé, c'est un magazine que j'ai créé en 2016. Je l'ai créé après avoir publié mon livre Le guide des compléments alimentaires, qui est paru chez Thierry Soucard, qui était le premier en France, en français surtout, avec une bibliographie aussi importante. Et je me suis dit que c'était intéressant de continuer pour mettre à jour systématiquement les informations. Donc ce magazine est centré sur la phytothérapie et la micronutrition. Et il s'adresse aux professionnels de santé, médecins, pharmaciens, mais aussi naturopathes, kinés, ostéos, toute personne qui peut être intéressée pour approfondir ses connaissances dans le domaine de la micronutrition et de la phytothérapie. Et les informations que je publie s'appuient sur la recherche scientifique et sur l'expertise de professionnels de santé. Je vous remercie. Je laisse la parole à Solène. Merci, Brigitte. Merci pour la présentation. Très clair, très précis. Donc, j'ai vu une question passer par rapport au replay et à la présentation. Vous aurez accès, bien sûr, au support pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit aujourd'hui. On vous enverra ça, on publiera ça sur l'Académie, sur Simplicure dans l'après-midi. Avant de présenter d'ailleurs un petit peu la plateforme Simplicure, je voulais revenir très rapidement sur l'étude. Donc, l'étude dont on a parlé, Q-Symbio. Le produit qui avait été employé dans l'étude, c'est un produit qu'on présente sur la plateforme Simplicure. C'est un produit du laboratoire Pharmanor. Et donc, le produit en question, c'est le Q10 Gold. Et donc, je voulais simplement revenir un petit peu pour vous le présenter. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'étude, parce que Brigitte l'a fait pendant la présentation, mais simplement sur les gros résultats. On a vu qu'il y avait moins d'événements cardiaques, une amélioration des marqueurs biochimiques et surtout une réduction de 50% de la mortalité par insuffisance cardiaque chronique durant cette étude, qui était une étude, comme on le disait, très belle étude de très haute qualité avec un bel échantillon et surtout une étude en double aveugle, avec 300 mg. Donc une gélule, une capsule 3 fois par jour. Et donc sur le produit, donc c'est le résultat de plus de 30 ans de recherche et développement. Donc il y a 30 ans de recul scientifique sur ce produit, plus de 150 études scientifiques sur ce produit, donc Q10 Gold, et donc 75 qui ont été faites sur l'homme. Donc une grande qualité au niveau de la recherche. Et sur le produit en tant que tel, c'est une coenzyme Q10 qui est 100% identique au Q10 endogène, obtenu par fermentation de levure, avec une très haute biodisponibilité. On est sur des capsules protectrices de la lumière. Et donc, on en parlait pendant la présentation aussi. On est sur une Q10 qui est dissous dans une solution huileuse végétale. Et donc, ça va vraiment améliorer la biodisponibilité du produit. Solubilité à température corporelle. Donc, on est sur une dissolution à 36 degrés, ce qui va optimiser l'absorption de la Q10. Donc voilà, tous ces critères, vraiment, en tout cas ces points de qualité, expliquent pourquoi c'est un produit de référence au niveau de la recherche internationale et au niveau du coût, car c'est souvent un point qui revient bien sûr. On est sur un coût journalier à 60 centimes sur ce produit, donc du laboratoire Pharmanor. Pour ceux qui ne connaissent pas, le laboratoire Pharmanor, c'est un laboratoire danois. Donc il y a 40 ans d'existence et donc une grande expertise bien sûr en micronutrition. Et on vous proposera un webinaire de toute façon avec le laboratoire, ce sera le 5 décembre. Et donc, on parlera sans doute beaucoup plus de ce produit et de la qualité du laboratoire. Donc, voilà pour les deux petits mots sur cette Q10. Et maintenant, oui. Juste pardon Solène, juste j'ai oublié de dire une chose très importante à propos du magazine. Oui, allez-y. Voilà. Pour les gens qui sont inscrits et qui ont participé, nous offrons, avec le code promo qui est inscrit, 10% de réduction sur le montant hors taxe et hors frais de port sur un abonnement au magazine. C'était un point important. C'est tout. C'est un point très important. C'est un point très important. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme Simplicure. D'ailleurs, Brigitte, vous pouvez aller regarder, si vous voulez, dans la rubrique questions déjà pour voir un peu les questions qui ont pu être posées.
Oui, je vous les posterai à la suite. j'ai regardé. Il n'y en a pas beaucoup, hein. N'hésitez pas à en poser plus, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme Simplicure, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir faire des recommandations de compléments alimentaires à vos clients, à vos patients. L'idée de la plateforme, c'est de vous simplifier la vie. Donc, vous allez y retrouver une quarantaine de laboratoires, plus de 700 références au catalogue et vous allez pouvoir, sur ce même outil, créer une recommandation complète avec tous vos conseils que vous envoyez directement au patient ou au client et lui n'a plus qu'à faire sa commande. Donc, ça simplifie pour vous et ça simplifie bien sûr pour vos clients. Rapidement, je fais un partage d'écran pour vous montrer le fonctionnement. Donc ici, on arrive sur l'interface Simplicure qui par ailleurs est entièrement gratuite. Pour créer une recommandation, vous cliquez sur Créer. Et après, vous allez pouvoir tout simplement soit sélectionner un client, soit créer un nouveau client. Vous cliquez sur la barre de recherche, vous allez pouvoir sélectionner la personne à qui vous souhaitez envoyer cette recommandation et ajouter des produits à main. Mais du coup, le produit dont je vous parlais est bien sûr présent sur la plateforme Simplicure. Donc, si vous allez dans les laboratoires, parce que vous pouvez filtrer avec différents filtres sur l'outil et qu'on se retrouve sur Pharmanor, vous allez pouvoir par exemple retrouver le Q10 Gold dont on parlait, où on est bien sûr à 100 mg par capsule. Vous avez un descriptif du produit. Donc là, je vous rappelle les 2-3 points qui témoignaient de la qualité du produit. Et en bas, vous avez toujours tout ce qui est conseils, posologie, contre-indication. Pour ajouter le produit à la recommandation de votre client, vous n'avez qu'à cliquer sur « Ajouter » en bas des petites vignettes. Et de cette manière, vous allez pouvoir ajouter des produits de différents labos si vous le souhaitez. Donc là, hop, juste ajouter 2 petits produits pour l'exemple. Après, vous pouvez changer les instructions de prise qui sont ici, à savoir que celles qui sont indiquées sont celles qui sont transmises par les labos. Mais voilà, vous pouvez modifier en fonction du besoin vraiment du patient ou du client que vous avez devant vous. Et quand vous cliquez sur « Envoyer », directement, là, votre client vient de recevoir une recommandation digitale. Donc, hop, s'il ouvre ses mails, il clique sur le lien, il arrive sur cette page, il voit les produits que vous avez recommandés et en cliquant sur « Continuer vers le paiement », on arrive sur une page de paiement des plus classiques et il reçoit tout ça directement chez lui. En général, c'est entre 1 à 3 jours sur la livraison. Donc, c'est très simple pour vous pour créer la recommandation. Hop, je ferme ça. Et très simple pour le client, pour faire sa commande. Donc là, on reprend les 3 points. Large choix de compléments alimentaires, pouvoir faire des recommandations de manière très simple. Et en plus, après, vous allez pouvoir suivre un petit peu ces recommandations, savoir si votre client a passé commande, est-ce que potentiellement il a modifié sa commande. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir voir également. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vous mets juste le petit lien dans le chat ici. Et donc, c'est une plateforme qui est entièrement gratuite, ça je vous l'ai dit, pour vous inviter aux prochains événements parce qu'on propose beaucoup de formations, notamment avec les webinaires, mais pas que, sur différentes thématiques. Donc demain, on vous propose une formation sur la gamme NutriFit. Donc on avait proposé un webinaire avec NutriFit la semaine dernière. Et donc demain, on pourra découvrir un peu plus le laboratoire et les produits. Et la semaine prochaine, on propose un webinaire avec Life Extension. On va parler de l'énergie et donc potentiellement, on reparlera aussi de coenzyme Q10 lors de ce webinaire. On va pouvoir passer aux questions. Hop, je vais regarder celles qui donc avaient le plus de votes. Alors, pour une personne en stress permanent ou fumeuse, il faudrait prévoir une cure de Q10 sur combien de temps? Peut-on la prendre au quotidien si la personne est sous statine? Il y a pas mal de questions autour de la durée, en effet. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous répondre, Brigitte. Pour moi, on peut prendre une dose d'entretien en permanence. Et une dose d'entretien, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'effet secondaire connu, sauf des précautions à prendre. Alors, pour les personnes qui sont sous anticoagulants, j'ai un petit peu répondu, il faut le faire. Alors, c'est vrai que les praticiens sont réticents, mais un praticien qui connaît la CoQ10 est capable d'accompagner un patient avec une supplémentation en CoQ10 qui sera bénéfique. Mais il ne faut pas le faire tout seul. Il faut le faire accompagné par un praticien. Et en même temps, c'est une précaution qu'on prend parce que la structure moléculaire est très proche de celle de la vitamine K, mais en même temps, je n'ai pas trouvé d'études qui montrent d'effets néfastes. Mais bon, il faut quand même appliquer le principe de précaution. Oui, toujours. Du coup, la seconde question, c'est vraiment similaire. C'est est-ce qu'on peut la prendre en cure
Est-ce que vous conseilleriez dans ce cas éventuellement de faire des cures d'entretien plutôt que de prendre une dose d'entretien continuellement? Je sais pas ce que je veux dire. Personnellement, je le prendrai en continu, mais je suis pas médecin, hein, je suis pas praticien, je suis que journaliste, donc c'est Très bien. Alors, donc ça, on toujours a un un petit problème peu... pour les questions, hein. Comment? Je dis, c'est toujours le problème pour moi pour répondre aux questions. Moi, je me fie sur la recherche scientifique, c'est tout, mais pas sur la pratique quotidienne. Donc, il y a toujours une limite dans mes réponses. Ok. Mais c'est normal. Donc, comment apprécier quand on manque de cocu-10? Donc ça, vous avez dit, hein, c'est des bilans sanguins. Eh ben, oui, c'est une analyse sanguine, oui. Ouais. En même temps, Après, si on se sent sans énergie, fatigué, etc., on a des chances d'en manquer. beaucoup de questions sur les anticoagulants, mais les gens ont reçu leurs réponses pendant la présentation. Risque Oui, de mais surdosage, on a dit. c'est une réponse classique, hein, parce qu'elle fait Oui, peur oui. à tous les praticiens. Mais le problème, c'est que les praticiens ne connaissent pas la CoQ10, pour la plupart d'entre eux. Hmm. Mais est-ce que... Mais non, risque de surdosage, vous avez répondu également. La question qui suivait, c'était, est-ce que comme pour le zinc et le sélénium, est-ce qu'elle pourrait devenir pro-oxydante en excès? Pas à ma connaissance. Non plus. Bon, ça, vous avez un petit peu répondu sur la fin aussi. Quelles sont les formes de Q10 les plus assimilables? Quelles sont celles, en tout cas, que vous recommanderiez? Non, je vais juste dire celles que je ne recommanderais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les comprimés. Ok. Parce que Alors, sinon, ma réponse ne va pas être convenable. Donc euh, donc ça, on a répondu. Est-ce qu'il y a un intérêt de la CoQ10 si on a une hypercholestérolémie sans statine avec HDL? Ok. oui, bien sûr, Oui. bien sûr. Bon, ça, on a vu aussi. Pourquoi est-ce que la vitamine E va perturber la production de CoQ10? Alors là, je vais vous avouer que c'est une colle, mais toutes les études scientifiques recommandent de le prendre. Mais si vous le prenez à des moments différents, il n'y a pas de perturbation. Mais je suis désolée, je n'ai pas la réponse. Mais je peux essayer de vous la chercher, vous la trouver plutôt. Et dans ce cas, vous recommanderiez de le prendre plutôt à quel moment, la Q10? Ça dépend quel dosage vous prenez. Si vous en prenez 3 fois par jour, c'est compliqué, puisque la vitamine E est aussi une molécule liposoluble qu'il faut prendre avec un petit peu de graisse. Sinon, il faut prendre, je ne sais pas, par exemple, la CoQ10 le matin et la vitamine E le soir, ou l'inverse. Ok. Il faut pas le prendre, il faut essayer de ne pas la prendre au même repas, ou au moins avoir. C'est compliqué parce que la CoQ10, elle a 6 à 8 heures d'assimilation, mais bon, faut la prendre un petit peu éloignée de la prise si on en prend 3 fois par jour, quoi. La réponse Ok. n'est pas simple, hein. Non. Est-ce que vous savez si le dosage de la Q10 en labo est remboursé? Ah non, ça l'est pas. Non? Ok. Vous savez, il n'y a pas grand-chose en dehors Oui. des trucs classiques, hein, parce que même la vitamine D l'est pas. Alors, Donc ça, vous avez répondu, en tout cas, vous avez parlé d'une étude en rapport. Est-ce que la Q10 peut être donnée aux femmes enceintes et à quel dosage? y a le problème, c'est que si vous recommandez de la CoQ10 aux femmes enceintes, vous tombez sous un problème réglementaire. Donc, parce qu'elle n'est pas recommandée aux femmes enceintes. Mais dans la réalité, des études ont montré qu'elle était bénéfique. D'accord. Mais par contre, ça engage la responsabilité du praticien de la prescrire, puisque les recommandations sont de ne pas faire. Ok. C'est compliqué de répondre, mais voilà. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup d'études, hein. Il y en a 2, 3, je crois, mais bon, c'est. Très bien. Sortons un peu de la sphère cardiovasculaire. Est-ce qu'une personne en burn-out ou en dépression devrait-elle faire une cure de CoQ10? Et du coup, est-ce qu'on doit également proposer un dosage au préalable? Alors là, je pense que ça fera pas de mal parce que ça redonne de l'énergie, hein, et puis, mais bon, non, ça dépend de son âge, ça dépend de beaucoup de choses, non? Oui, ça peut lui redonner un petit peu un coup de boost. Ok. Donc, à nouveau, vous avez parlé de la vitamine C qui diminue l'effet de la Ouais, j'ai cuisse. vu.
Voilà. Mais du coup, à nouveau, vous conseillez sans doute de séparer les Oui, c'est prises. pareil, parce que bon, il y en a dans certains compléments alimentaires, il y a une petite dose il y a un petit peu de vitamine C pour protéger la CoQ10 de l'oxydation, hein. Donc voilà, mais si vous prenez, je sais pas, 1 gramme de vitamine C, par exemple, ça Ouais. n'ira pas, quoi. D'accord. Quels sont les éléments qui peuvent booster du coup l'effet de la Q10 éventuellement en micronutriments par exemple? Synergie positive. Bah, il y en a pas beaucoup parce que j'ai lu une étude hier soir sur c'était chez des insuffisants cardiaques. Ils avaient testé CoQ10, des-ribose, donc qui est aussi un nutriment qui stimule la production d'ATP, les deux et un placebo. Alors, la CoQ10 et le déribose, chacun tout seul, avaient des effets bénéfiques. Par contre, quand ils étaient associés, non. Donc c'est non, je pense que la CoQ10, elle est bien toute seule, hein. Alors si, on peut mettre, bon, je sais qu'on trouve certains compléments alimentaires. Bon, vous avez bien sûr bon, des huiles végétales, mais certains ont également, par exemple, des extraits de pépins de raisin, donc des OPC. Donc apparemment, ça a un effet positif sur la biodisponibilité. Donc Et, les OPC les... sont des polyphénols. Ouais. Et les vitamines du groupe B, du coup, pour le métabolisme énergétique au niveau de la synthèse d'ATP, Oui, ça peut le prendre aussi, bien sûr, ouais. Mais à savoir que ça stimule la CoQ10, je ne sais pas. Ah oui, d'accord, non, ça stimule pas, mais en tout Ça cas, ça stimule reste pas, une non, association. ça va compléter effectivement tout ce qui est besoin énergétique. Mais bon, enfin, cette étude que j'ai lue hier était intéressante, mais bon, c'était surprenant que les deux ayant un effet sur la production d'ATP, et puis non, ensemble, c'est plutôt négatif. Ok, Donc les associations ne sont pas forcément simples. toujours. Alors, donc sortons de la sphère cardiovasculaire et plutôt énergétique et passons à la cosmétique. Parlons de l'effet antioxydant de la CoQ10. À votre avis, est-ce que c'est vraiment efficace en cosméto pour la peau, sous forme de sérum ou de crème, ou est-ce que c'est juste des éléments marketing, tout ça? Bah, écoutez, normalement, sur un produit cosmétique, quand on affiche une recommandation, la législation demande qu'on ait vérifié l'efficacité. Donc, on ne peut pas annoncer qu'un produit cosmétique a un effet antioxydant s'il ne l'a pas, à mon avis. Et Après, puis, hein? non, je me Pardon? disais après, parfois, ils ajoutent, par exemple, la vitamine C pour avoir justement, cette allégation en quelque sorte et pas forcément la faire passer sous la Q10. Enfin, la CoQ10 est quand même utilisée avec succès en Ouais. dermocosmétique depuis pas mal de temps. Je pense que si elle est utilisée avec succès, c'est qu'elle a quand même un effet vraiment positif. Ok. Est-ce qu'on peut la recommander à un adolescent qui fait du sport d'endurance? Oui, Hmm. mais oui, 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 bien sûr. Euh, Comment convaincre les prescripteurs de supplémenter en Q10 les personnes sous anticoagulants et statinés? Eh bien, il faut les former. Ouais. Distribuer Que des les, études. messieurs, que les laboratoires forment les cardiologues et autres, et les médecins généralistes. Eh oui. Ils n'ont pas eu cette formation dans leurs études. Donc, c'est Hmm. normal qu'ils ne prescrivent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Mais après, les autres questions, c'est des questions auxquelles on a répondu. Parfois, pas. Honnêtement, il y a beaucoup de questions qui se retrouvent. Je passe dans le chat rapidement parce que je vois qu'il y a des personnes Oui, qui ont moi posé des questions j'en ai aussi. une. Là, j'ai quelqu'un qui me demande le lien de diminution de la symptomatologie et fibromyalgique. Je pense que oui, c'est utile. Et du coup, la dernière ici, dans le chat, est-ce que vous avez en tête différentes études sur réduction du risque de migraine, certaines fonctions cérébrales? Oui, 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 oui. Ouais. Alors, il y a la CoQ10, il y a plusieurs études qui sont parues récemment et effectivement, la CoQ10 est extrêmement intéressante pour réduire l'incidence des migraines. Elle est aussi intéressante pour, par exemple, les problèmes dans la sphère buccale et toutes les maladies des gencives.
Quand on a une gingivite, très souvent, s'il y a un dosage, on a à la fois déjà, il y a un stress oxydant au niveau de la cavité buccale, mais surtout, il y a une chute de la CoQ10 sur le plan systémique et dans la cavité buccale. Donc, très souvent, si on supplémente des personnes avec une gingivite avec de la CoQ10, on a une amélioration, par exemple. Mais il y a des études sur la CoQ10 dans beaucoup de domaines, tous les domaines où on étudie les mitochondries. Donc, c'est pratiquement tous. Ouais. Mais tout ce qui est fatigue, par exemple, syndrome de fatigue et autres, oui. Fibromyalgie, oui. Partout, dans tous les domaines où on a une baisse de l'énergie, la CoQ10 est utile, notamment. Okay. Je vois qu'on a eu 2 fois posé sa question sur la Q10 et l'hypertension. Donc, on a vu qu'il y avait un effet hypotenseur. Je ne sais pas si vous voulez développer un peu plus, Brigitte, sur la Q10 et Il n'y a pas énormément d'études et ce n'est pas complètement avéré. Mais comme on l'a vu dans l'hypertension, comme je l'ai expliqué, on a un stress oxydant. Et on a aussi un dysfonctionnement du fonctionnement de l'endothélium. Donc, la CoQ10 agissant sur les deux, oui, elle peut avoir un effet bénéfique. Mais à mon avis, elle ne sera pas suffisante. Ouais, d'accord. Mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Je ne sais pas si vous vouliez terminer par un petit mot, Brigitte ou... Non, enfin si. Vous pouvez aussi, si vous voulez, m'envoyer des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, vous pourrez aller visiter le site du magazine Nature Science Santé. Vous trouverez aussi beaucoup de réponses. Dans les magazines, vous verrez que chaque fois, il y a un dossier qui traite une pathologie. Il y en a un sur la fibromyalgie, notamment. Vous trouverez aussi la CoQ10 qui se promène dans certains partout. Elle est indispensable. Rappel, du coup, vous avez moins 10% de réduction sur le magazine si vous utilisez le code que je viens de vous mettre dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Beaucoup d'infos ici dans les magazines. Je vous remets aussi le lien de la plateforme. C'est une chose, vous pouvez aussi, sur notre site, vous abonner gratuitement à une lettre d'information. Elle est quasiment hebdomadaire. Quand je dis quasiment, c'est parce que des fois, je suis en bouclage du magazine, j'ai du mal à tout faire. Et elle est construite à partir de 3 brèves issues de la recherche scientifique, toujours sur micronutrition et phytothérapie. Génial, beaucoup de choses à apprendre. Écoutez, merci beaucoup pour toutes les infos, pour le résumé très concis. La présentation, pour rappel, sera bien disponible dans l'après-midi, je pense, sur la plateforme Simplicure. Et donc, vous pourrez retourner voir toutes ces informations. Merci mille fois encore, Brigitte, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et puis, bon après-midi à tout le monde. Et puis, du coup, je vous dis à la semaine prochaine, éventuellement, pour les nouveaux webinaires. Au revoir. Au revoir, Solène. Au revoir à tous.